Ok, incroyable. Ok, bah du coup, bonjour à tous. Du coup, on se retrouve, j'allais dire, pour une nouvelle vidéo, mais non, on se retrouve pour une nouvelle formation sur des politiques publiques liées au changement climatique. Et cette fois, du coup, avec Manon, on va traiter des politiques nationales. Du coup, juste pour vous faire un petit disclaimer, pour ceux qui avaient suivi la politique, enfin la formation sur les politiques environnementales, ça va être un peu pareil. On s'est basé sur le même plan, donc notre but c'était de ratisser un maximum de politiques en une heure et demie. Donc c'est des introductions à chaque fois à ces politiques-là. On a essayé de vous donner un maximum d'infos. On s'excuse auparavant si des fois c'est un peu très factuel avec plein de chiffres, mais on s'est dit qu'il valait mieux faire ça, quitte à approfondir dans des formations futures si jamais tel ou tel secteur de politique vous intéresse réellement. Mais là, du coup, notre but, c'était vraiment de balayer tous les secteurs. Et c'est ce qu'on a du coup essayé de faire. Voilà, voilà. Juste, comment je le fais? Ah, comme ça. Ok, donc on est 24, on est 26 même, du coup, ce qui est très très cool, mais pour faire un tour de table, ça va être un peu long, je pense, sachant qu'on a déjà commencé un peu en retard. Du coup, ce qu'on va peut-être faire, c'est juste vous présenter les Jacks écologiques et nous-mêmes, si ça vous va bien. Manon, est-ce que tu veux te présenter? Hello tout le monde, moi c'est Manon, du coup je suis coprésidente d'Écologie, qui est l'asso environnemental de Sciences Po Bordeaux. On fait pas mal de trucs pour sensibiliser les élèves de Sciences Po Bordeaux. On a aussi un système de panier. On fait des événements, des conférences, des ateliers. Et je suis aussi vice-présidente plaidoyer du RISES. Donc RISES, c'est Réseau écologique pour une société écologique et solidaire. Et c'est un réseau qui rassemble près de 200 associations partout en France, principalement sur les questions de solidarité et d'écologie. Voilà, vas-y Caro. Oui, du coup, moi je suis Caroline, je suis jeune déléguée pour le climat et du coup je suis membre des JAC, c'est les jeunes ambassadeurs pour le climat. Et à côté de ça, je suis aussi jeune ambassadrice Génération Équitable, euh, qui est une autre association. Et du coup, pour ceux, parce que comme on avait partagé aux deux assos, peut-être pour préciser, pour les personnes qui ne viennent pas des JAC, qui viendraient d'écologique ou d'autre part, euh, du coup, un dimanche sur deux, les JAC organisent des formations en ligne. C'est toujours à la même heure. Enfin, c'est toujours à la même heure. Normalement, c'est à 10h30. Juste là, aujourd'hui, on a changé, on a mis à 11h, mais normalement, c'est toujours à 10h30. Et donc, à chaque fois, c'est sur des thèmes, sur des thématiques différentes que Emma, du coup, notre respo intégration, la meilleure respo formation, pardon, va mettre en ligne et on fait la pub sur Instagram, on vous met les liens et voilà. Donc, si ça vous intéresse de suivre d'autres formations après, c'est possible. Ça sera pas forcément avec nous, euh, mais voilà. Ok, j'enchaîne parce que sinon je parle trop. Du coup, au niveau du plan pour aujourd'hui, on a prévu un petit point sur les effets du changement climatique en France. Déjà pour un peu expliquer pourquoi est-ce que c'est nécessaire déjà aujourd'hui d'avoir des politiques climat en France qui sont effectives. On a prévu ensuite de faire un rappel sur les politiques internationales et européennes liées au climat, puisque bah, la France, du coup, va s'insérer dedans. Et du coup, c'est important de comprendre le cadre global pour ensuite faire un zoom sur la France. Ensuite, on a, du coup, enfin, on va parler de manière sectorielle des politiques nationales. Donc, il va y avoir plusieurs thématiques. Et du coup, si on a le temps, on fera une partie sur les leviers d'action future, ou en tout cas les leviers auxquels nous, on réfléchit beaucoup et qui nous intéressent. Et pourquoi pas à ce niveau-là avoir des petits débats dessus si jamais on a le temps. Euh, Avec Manon, on va beaucoup parler. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à rajouter qu'on ne dirait peut-être pas ou euh, peut-être, ah oui, peut-être que on l'a pas expliqué, mais du coup, on n'est pas des experts des politiques publiques. On étudie dans ça puisque on est toutes les deux dans des masters en sciences politiques. Mais ce qu'on fait là, c'est de notre pure formation à nous.
Ça fait une semaine et demie qu'on travaille là-dessus et qu'on regarde des sources, des rapports, etc. Donc, s'il y a des choses que vous voulez corriger, s'il y a des choses que vous voulez préciser, n'hésitez pas, prenez la parole, levez la main, posez vos questions. On saura peut-être pas toutes les réponses, mais on a essayé de faire au mieux. Parce que du coup, la formation chez les Jacks, c'est des formations entre pairs. Donc, du coup, voilà. Ok, on va commencer. Donc, on va commencer par un constat. Comment est-ce que le changement climatique, il se traduit? Mais déjà, on va voir la responsabilité historique et actuelle de la France. Donc, comme vous voyez sur ce tweet, et c'est pas que cette personne qui le dit, c'est aussi un ancien candidat à la présidentielle, la France émet moins de 1% des émissions de CO2, donc elle serait parmi les meilleurs élèves de l'écologie. Mais cet argument, il est fallacieux et il justifie l'immobilisme. Parce que, comme vous le voyez sur le graphique, quand on additionne tous les pays qui représentent 1% ou un peu moins de 1% des émissions de CO2 mondiales, ben on arrive à plus de du tiers. Donc du coup, ce n'est pas une raison de ne pas agir. Et surtout quand on regarde les émissions historiques, je veux bien que tu passes la diapositive. Euh, donc, quand additionne toutes les émissions, en fait, la France, elle arrive à la huitième position. Donc, on a bien une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et on doit agir. Surtout que, je veux bien que tu passes, euh, surtout que qu'on soit la première émettrice mondiale ou la centième, on a toujours une empreinte carbone qui est beaucoup plus élevée de ce qu'elle devrait être pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, pour rappel, là, on raisonne en empreinte carbone et ce qu'elle devrait être pour atteindre les objectifs de moins de 2 degrés, c'est de 2 tonnes par personne. Et là, on voit bien qu'on est à 9 tonnes, 9, donc presque 10 tonnes. Donc, qu'on soit la première ou la dernière, on a toujours des efforts à faire et cet argument, il ne doit pas justifier l'immobilisme. D'autant que le changement climatique, il commence de plus en plus à nous impacter en France. Au début, on était un peu en mode, on va être les moins impactés, enfin, on sera parmi les pays les moins impactés, sauf que il y a des traductions actuelles et très concrètes. Donc, ça va se voir sur la diapo d'après. Donc 2022 et 2023, depuis 1990, ce sont les 2 années les plus chaudes que la France ait jamais connues et on voit bien qu'on est dans une augmentation perpétuelle. Euh, et donc comment ça se traduit en France? Ben, ça se traduit par des gels tardifs des cultures. Donc pour expliquer les gels tardifs, on a des hivers particulièrement doux. Donc, les bourgeons des plantations commencent à sortir, sauf que vers mars-avril, il y a des gels très puissants qui viennent tuer ces bourgeons et du coup, les agriculteurs perdent toutes leurs récoltes. On a aussi des phénomènes de crues exceptionnels. Donc, d'un côté, on a des sécheresses de plus en plus fortes et de plus en plus longues, et d'un autre côté, on a des crues assez exceptionnelles. Donc, c'est pas antinomique. Et justement, c'est un phénomène, c'est des phénomènes qui se renforcent. Et comme on peut le voir, les températures vont en augmentant et, euh, et on pourrait dépasser les 5 degrés en 2100. Voilà pour le petit contexte. Ah oui, pardon. Et du coup, sur cette slide, on voit bien que les effets vont être multiples et de plus en plus graves en fonction enfin, selon plusieurs scénarios. Donc, il y a des scénarios qui prévoient une inaction totale. Donc, évidemment, les conséquences seront plus graves. Et donc, on aura plus de sécheresse, plus d'incendies de forêt, euh, mais aussi des phénomènes climatiques plus violents comme les inondations, etc. Ok, donc ça c'était le constat. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La France, du coup, elle est signataire de plusieurs conventions traitées à l'échelle. Oui, vous pourrez avoir le diapo. Vous pourrez avoir le document écrit aussi sur lequel on s'est appuyé. On vous le donnera à la fin de la formation.
Mais donc, du coup, la France, elle va agir dans un cadre de politique internationale et de politique européenne. Sur le cadre international, au risque de me répéter pour ceux qui suivent les formations depuis un bon moment, la France est signataire de la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et de l'accord de Paris. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que au sein de ces traités, enfin de cette convention et de ce traité, euh, se sont mis des objectifs, et donc la France va devoir agir dedans et accorder ses politiques en fonction de ces objectifs-là. Sur l'accord de Paris, donc les trois objectifs, c'est l'objectif d'atténuation. Il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au niveau de 1990 et avec un objectif plutôt de 1,5 degré. On a un objectif global d'adaptation qui a pas trop été défini encore. Et on a l'article 2.1c qui est un objectif d'alignement des flux financiers en accord avec les deux précédents objectifs. Donc ça, en fait, c'est ce qui va permettre de créer un cadre au niveau international. Ensuite, la France, du coup, étant dans l'Union... Ah oui, il y a ça aussi. Pardon. La France, du coup, est aussi signataire de la Convention sur la diversité biologique et du coup de l'accord de Cannes-Montréal qui a été signé lors de la COP 15. Et ça, du coup, ça va aussi créer des objectifs en matière de biodiversité à l'échelle internationale. Donc en fait, l'accord, il crée une sorte de feuille de route, il fixe un plan stratégique et pour, au sujet de la biodiversité sur la Terre. Euh, Par exemple, du coup, on nous dit dans cet accord que d'ici à 2050, la biodiversité est appréciée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, ce qui permet de maintenir les services écosystémiques, de préserver la santé de la planète et de procurer des avantages essentiels à tous les peuples. Donc ça, c'est en gros l'objectif global de 2050. Et pour 2030, l'accord fixe 23 cibles qui, qui vont permettre du coup d'atteindre cet objectif global de 2050. Parmi les cibles les plus médiatisées dont on a le plus entendu parler, on a par exemple la protection de 30% au moins de terres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines d'ici 2030. On a la restauration de 30% des écosystèmes dégradés, ainsi qu'une aide financière de 20 milliards de dollars par an à partir de 2025 et de 30 milliards à partir de 2030 vers, des pays développés vers les pays en développement. Ou encore la réduction de moitié des risques liés aux pesticides en 2030. Euh, donc la France va devoir, je le répète du coup, agir dans ce cadre de politique globale. Euh, et ces deux conventions, du coup, et l'accord de Paris également, ont été négociés également par l'Union européenne. Et du coup, la France, en tant que membre de l'Union européenne, va également accorder ses politiques en fonction de la loi européenne et des objectifs que l'Union européenne s'est fixés. Euh, Si on reprend, l'accord de Paris, il va demander à chaque signataire de se fixer une contribution déterminée au niveau national, donc une CDN, c'est-à-dire en gros des objectifs de long terme, euh, pour atteindre justement les objectifs de l'accord de Paris. Sur l'Union européenne, du coup, la contribution déterminée au niveau national de l'Union européenne, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 57% par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ça, du coup, c'est ce que l'Union européenne demande en tant que dans ses 27 États membres. Et la France, du coup, fait sa part, en fait, dans les 57%. Euh, sur la deuxième politique européenne, la Commission européenne et le Parlement européen ont approuvé du coup le Green Deal. Là-dessus, ben, je vous renvoie du coup à toute la formation qu'on avait fait avec Edwige sur les politiques européennes et qui traite, vous pouvez le voir là, de différents sujets. Et donc, même chose, en fait, la France va faire ses politiques et ses lois en fonction de ça. Donc maintenant, on va passer à... On va un peu rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la France au niveau national pour respecter les objectifs
fixés soit mondialement, soit via l'Union européenne, soit des objectifs internes. Donc, en fait, c'est important de voir quelque chose. C'est que historiquement, la France est un pionnier dans la réduction des gaz à effet de serre, mais ce n'était pas forcément volontaire. Je m'explique. Donc, pendant les années 1980-1990, les émissions liées à l'énergie ont diminué de 23%, ce qui paraît énorme, mais en fait, ce n'était pas pour des raisons environnementales ou écologiques. En fait, c'était principalement parce que suite au choc pétrolier qui a eu lieu dans les années 70, donc le premier 73 et le deuxième 75, je crois, je ne suis pas sûre pour le deuxième, mais voilà, il y a eu une interruption de l'approvisionnement énergétique et la France a été particulièrement traumatisée par cette interruption soudain de l'approvisionnement énergétique. Il ne pouvait plus forcément faire fonctionner la croissance économique au rythme qu'il voulait. Donc en fait, ils se sont dit, on veut plus de ce genre de situation frustrante. On voudrait rétablir l'indépendance nationale au niveau énergétique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé le nucléaire, qui est une énergie qui a beaucoup de biais, mais elle n'est pas émettrice de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez sur le graphique que la part du nucléaire a massivement augmenté à partir des années 70. Et ça s'est fait en parallèle de la diminution du charbon, qui est une énergie assez émettrice. Donc voilà, les émissions ont baissé, mais pas forcément pour un but écologique. Par contre, ce qui était un peu embêtant pour la France, c'est que du coup, elle a réalisé des réductions de gaz à effet de serre faciles, c'est-à-dire que voilà, elle a juste substitué une énergie polluante par une énergie moins émettrice avant 1990, alors que la plupart des engagements de réduction de gaz à effet de serre sont à partir des années 1990, particulièrement à partir de Kyoto 97. Donc du coup, la part facile de réduction des émissions avait été réalisée avant. Donc après, il lui restait les choses un peu plus compliquées à mettre en place. Donc à la fin des années 90, il y a deux sources qui représentaient environ 90% du mix électrique de la France. C'est le nucléaire et l'hydroélectrique. Donc les deux qui ne sont pas émettrices de CO2. Donc ce sont des énergies décarbonées. Et dans ce même contexte, il y avait l'Allemagne, la Pologne, la Chine et les États-Unis qui étaient encore très dépendants du charbon. Du coup, il y avait vraiment un décalage entre les pays. Euh, donc ensuite, il y a plusieurs facteurs qui permettent de faire évoluer les politiques environnementales à partir des années 2000. Donc déjà, il y a des meilleures connaissances scientifiques du changement climatique sur le territoire français et on commence à voir les impacts du changement climatique sur le territoire. Notamment la canicule de 2003, ça a été vraiment un peu un choc pour pour l'opinion publique française, d'où une évolution de l'opinion publique. Donc c'est-à-dire que le changement climatique monte dans les priorités de l'opinion publique. Et le troisième élément, c'est le renforcement du rôle de l'Union européenne sur le domaine environnemental. Donc là, on va passer à une rapide chronologie des politiques les plus structurantes au niveau français. Donc voilà, on ne vous a vraiment pas tout mis. On a vraiment mis juste les choses les plus importantes, les plus structurantes. Donc vraiment, c'est pas exhaustif cette liste. Donc en 1971, il y a la création du ministère de l'Environnement. Donc cette création, elle fait suite à la création d'une agence de la protection de l'environnement aux États-Unis. Donc ils se sont dit, ah oui, il y a quand même un enjeu à créer une instance politique spécialisée pour traiter ces problèmes. Donc voilà, ce qui est important de voir, c'est que la création de ce ministère, elle ne fait pas suite à une mobilisation sociale, c'est juste une démarche interne à l'administration qui permet de poser les bases de l'institutionnalisation et la popularisation du terme d'écologie. Et ça permet de rassembler des politiques. Donc par exemple, il y avait les politiques qui concernaient la protection de la biodiversité, les politiques qui géraient l'eau. Donc tout ça, on rassemble ça dans un seul ministère. Donc ensuite, en 1990, il y a l'instauration d'un plan national pour l'environnement.
Donc, c'est une phase de consolidation de l'enjeu écologique avec la création d'agences spécialisées comme l'ADEME et on intègre de plus en plus l'environnement dans les activités économiques. Il y a une autre étape franchie qui est au début des années 2000, donc parallèlement, enfin, en même temps que voilà, une meilleure prise en compte de l'opinion publique, du problème, tout ça, avec le deuxième mandat de Chirac. Donc Chirac, on le connaît pour sa phrase notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et donc du coup, enfin, à la suite de cette phrase, il veut être en cohérence avec l'image qu'il affiche comme étant un président écolo. Donc, il agit. Donc, c'est-à-dire qu'il popularise un objectif qui s'appelle le facteur 4, donc, c'est-à-dire diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050. Et voilà, en 2004, il y a un plan climat avec 60 propositions, dont la plus connue, c'était le système de bonus-malus automobile qui accorde des subventions pour l'achat des véhicules à faible émission. Mais ça fait pas mal de débat à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle est un peu importante, cette mesure. Et donc ce plan climat, il a été mis en place pour respecter les objectifs de enfin, du protocole de Kyoto. Et donc ce plan, il a été révisé en 2006 pour renforcer les ambitions. Donc on peut trouver des mesures un peu phares comme augmenter le budget de la communication sur le changement climatique de 3 millions d'euros par an. Ça paraît anodin, mais en fait, pour que l'opinion publique soit plus au courant du problème et des impacts, il faut communiquer dessus. Donc voilà, c'est une des mesures phares. Donc en 2007, il y a le Grenelle de l'environnement fait sous Sarkozy. Donc le Grenelle, c'est une consultation nationale, une sorte de débat collectif rassemblant plusieurs acteurs. Donc il y avait l'État, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les associations environnementales. Et ce qui est un peu innovant dans cette démarche, c'est que voilà, les collectivités locales sont invitées à la table. C'est un peu un des premiers moments forts où les collectivités locales sont considérées comme des acteurs clés dans un problème d'une telle ampleur et qu'on leur dit OK, on va coopérer ensemble pour trouver une solution. Donc, ce Grenelle de l'environnement, il débouche sur une série de lois. Donc, la première, Grenelle 1, c'est en 2009, et la deuxième, Grenelle 2, c'est en 2011. Donc, ça réitère les objectifs de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et ça entérine des mesures concrètes pour y parvenir. Donc, il y a des engagements qui sont pris dans 6 grands secteurs, le bâtiment et l'habitat, le transport, l'énergie, la santé, l'agriculture et la biodiversité. Par contre, on peut y trouver plusieurs limites à ce Grenelle. En fait, ce Grenelle, il veut continuer à assurer la cohérence entre l'environnement et l'économie, mais il y a des choses un peu maladroites qui sont faites, d'où une difficulté de traduction en mesures concrètes. Donc en 2012, on a l'élection de François Hollande. Et pourquoi c'est important? Parce que la gauche qui arrive au pouvoir, elle considère l'enjeu climatique un peu différemment et notamment via le prisme de la justice sociale. Donc François Hollande, en fait, il s'entoure de conseillers compétents sur le sujet, comme Marie-Hélène Aubert, qui est une ancienne députée européenne écologique, et Nicolas Hulot, qui était une figure phare de l'écologie en 2012. En 2015, le ministère de l'Écologie il est confié à Ségolène Royal, qui fait adopter une loi qui est encore importante aujourd'hui. Donc, elle s'appelle la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et il y a plusieurs objectifs phares dans cette loi. Donc, notamment, tous les 5 ans, la France doit élaborer une stratégie nationale bas carbone chiffrée et une autre mesure phare qui est mise dans cette loi, c'est que la France doit élaborer une programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ce terme, il est important et Caro va revenir dessus tout à l'heure, donc je ne m'étale pas plus. Ensuite, en 2021, pardon, en 2019, on a une nouvelle loi énergie-climat qui inscrit dans la loi le but de neutralité carbone en 2050, qui planifie une sortie des hydrocarbures et qui prévoit l'arrêt du charbon en 2022. On n'y est pas encore, mais il y a eu, enfin, en fait, il y a eu
mines qui ont eu des dérogations, mais enfin, voilà, c'était des objectifs assez ambitieux à ce moment-là. Donc en 2021, on a la loi climat et résilience qui fait suite à les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et il y a plusieurs choses importantes qu'il y a dans cette loi, notamment renforcer les sanctions juridiques en cas de dégradation de l'environnement. Et la plus récente, c'est 2023, donc c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui voilà, vise à sortir de l'économie linéaire. Donc linéaire, c'est le modèle, c'est produire, consommer, jeter. Donc elle veut refonder ce paradigme et elle se décline en cinq grands axes. Sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Donc dans la slide après, j'ai enfin, c'est des infographies des principales mesures que je vous ai dit, mais vous pourrez aller voir plus tard sur le diapo si vous voulez approfondir. Hop, top. Merci Manon. Du coup, moi, je vais partir sur une toute petite partie pour juste rappeler qu'en France, on est un État. Alors, ok, on a quand même un État plutôt central, mais depuis 40 ans, on essaie de décentraliser un max les politiques publiques. Et donc, on crée tout ce qu'on connaît comme le millefeuille français avec les différents échelons, donc la région, le département et la commune, ou en tout cas la métropole et ensuite la municipalité. Ce que je veux dire par ici, c'est que quand on parle de politique environnementale en France, là, nous, on s'est axé sur les politiques nationales, mais il peut y avoir des territoires qui vont plus vite que d'autres, des territoires qui sont assez avancés ou à l'inverse des territoires qui sont plutôt en retard. Et ça, c'est aussi parce que bah, un bon nombre de choses dépend des compétences, enfin, ou en tout cas dépendent bah, soit du conseil régional, soit du département, soit de la commune. Et c'est à eux, en fait, voilà. Et du coup, je vous ai mis du coup une petite infographie, mais en fait, on voit pas très bien sur les compétences. Je sais pas si je peux zoomer. Est-ce que vous voyez si je zoome? Ah, ok, top. Du coup, juste pour vous rappeler de manière succincte les différentes compétences des différents échelons, en gros. Du coup, bah, en fait, ça va impliquer plein de choses parce que va pas y avoir que les politiques étatiques. Et typiquement, quand on parle de ferroviaire, l'État est impliqué, mais la région va être ultra impliquée également. Sur l'eau, c'est également le cas. Sur le développement économique, c'est vraiment la région qui fixe les orientations avec le SRDEII, qui est un document du coup de schématisation de développement économique. Et en fait, tout ça, bah, ça va être hyper important parce que bah, du coup, tout à l'heure, on a parlé des échelons internationaux et européens et l'échelon local, donc en dessous du national, il va être hyper important également quand ce dernier va avoir les moyens pour la réalisation de certaines politiques publiques. Donc voilà, je vous laisserai aller voir ça en détail. Sur du coup ce qui se passe pour ces échelons, euh, aujourd'hui, les villes, elles vont mettre en place du coup ce que je vous ai mis là à droite, c'est-à-dire un PCAET. Donc c'est un plan climat, air, énergie et territoire. Donc là, je vous ai mis par exemple celui du Grand Paris Seine-et-Oise, avec ses actes stratégiques que je ne vais pas détailler. Mais donc ça, en gros, c'est l'outil dans lequel elles vont décliner toutes leurs stratégies et leurs différentes politiques. Il est désormais et aujourd'hui rendu obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale, donc c'est-à-dire les EPCI, pour ceux qui font du droit administratif, euh, de plus de 20 000 habitants. Par contre, les plus petites villes peuvent le faire de manière volontaire si si elles en ont l'envie. Euh, Sinon, les plus petites villes, elles peuvent aussi utiliser le PLU, donc le plan local d'urbanisme, pour faire passer leurs différentes politiques
écologique. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs. Pour voir aussi ce qui change dans la ville, il faut aller regarder ce qui change dans le PLU. Euh, voilà. Et sinon, si on monte d'échelle, typiquement par exemple, la région, elle va, elle, utiliser beaucoup donc le SRADET, ou en tout cas, enfin, l'acronyme du coup, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui va du coup lui servir beaucoup. Ou encore, du coup, j'en parlais tout à l'heure, du SRDEI, qui va porter sur leur politique économique. Mais comme on sait que la politique économique est intimement lié avec le besoin de transition écologique, c'est important aussi de voir ce qui change dans le SRDEI pour comprendre ce que la région met réellement en place. Sinon, ce que je vous ai mis en bas, du coup, c'est les territoires à énergie positive pour la croissance verte. C'est un label qui est délivré par le ministère de l'Environnement. Et du coup, ça sert à se déclarer comme territoire d'excellence de la transition énergétique et écologique. Et donc sinon, dans les compétences directes des collectivités territoriales, ce qu'elles peuvent faire, c'est souvent encourager des modes de production industriels avec énormément d'efficacité énergétique, ou alors développer des économies innovantes sur les déchets et le recyclage, puisque tout ça, ça fait partie de leurs compétences. Elles peuvent aussi enfin, c'est elles qui vont mettre en place toutes les politiques de recyclage et de déchets et qui vont pouvoir mieux préserver les écosystèmes locaux avec des politiques de protection. Bah, typiquement, on voyait tout à l'heure sur l'infographie, les régions, c'est eux qui peuvent créer des parcs régionaux. Donc voilà, en matière d'adaptation aux aléas climatiques, euh, les mesures, on va avoir un besoin de localisation en fait dans toutes ces politiques publiques euh, parce que euh, parce que bah, en fait, les savoirs locaux vont mieux pouvoir décliner ces politiques puisqu'ils sont plus adéquats et ils connaissent mieux leur territoire que les échelons nationaux ou voire même européens. Et du coup, c'est hyper important d'avoir une interconnexion entre les différents échelons pour pouvoir avoir une meilleure connaissance sur ce qu'il faut faire au niveau écologique. Donc en fait, ce que disait Manon sur les lois étatiques, bah, c'est des lois qui sont cadres, qui vont fixer des objectifs chiffrés et qui vont des fois décliner certaines politiques. Mais au final, ce qu'on voit et ce qui est important de se rappeler, c'est que l'échelon local va être indispensable pour la mise en œuvre des transitions écologiques. Et du coup, regarder ce qui se passe à l'échelle locale, régionale ou départementale, c'est pas anodin en France et c'est hyper important. Ok, du coup maintenant on passe à la partie sectorielle. Euh, Petit disclaimer encore, on a essayé d'expliquer un maximum de politique, mais enfin, il y a très fort moyen qu'on ne soit pas exhaustive. Et en fait, on a juste pris les secteurs qui nous paraissaient les plus gros, les plus structurants. Euh, mais voilà, donc si on a oublié des politiques publiques qui vous tiennent à cœur, on est désolé par avance. Mais donc si on commence avec les politiques liées à l'énergie, donc là je vous ai mis le mix énergétique français et le mix électrique français. Donc dans le mix électrique, bon, sans grande surprise, le nucléaire occupe une grande partie. On a quand même dans le mix énergétique 40% de produits pétroliers raffinés, euh, 20% de gaz naturel, et après il y a 25% de ce qui est considéré comme électricité, mais du coup avec le mix électrique qu'on voit juste à côté. Euh, Comme l'a dit Manon tout à l'heure, les politiques d'énergie vont être cadrées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc appelée PPE. C'est des plans en fait sur plusieurs années et ces programmations en fait elles vont porter la vision d'ensemble de décarbonation du secteur de l'énergie en cohérence avec la planification des besoins énergétiques qui va elle-même en fait résulter de la SNBC, donc la stratégie nationale. Euh, En 2019, donc en novembre 2019, euh, la loi relative à l'énergie et au climat va créer elle-même une autre loi de programmation
sur l'énergie et le climat, donc LPEC, qui, elle, va fixer les objectifs de la SNBC et de la PPE. Et donc, sur l'énergie, la PPE de 2019, elle prévoit plusieurs objectifs. Je vais en citer quelques-uns, même si c'est un peu chronophage. Elle prévoit notamment de réduire la consommation finale d'énergie de 7% d'ici 2023 par rapport à l'année de 2012 et de 14% d'ici 2028. Elle prévoit de baisser les consommations d'énergie les plus carbonées. Donc, on a une baisse de 35% pour le pétrole et de 19% du gaz naturel d'ici 2028. Et donc, pour ce faire, les politiques sont déclinées euh, dans tous les secteurs. Donc, Manon parlera de l'industrie, par exemple. Mais si on se concentre sur l'énergie, on a du coup une des mesures phares d'Emmanuel Macron qui était la fermeture des 4 dernières centrales à charbon d'ici 2022. Il y a des politiques de diversification du mix énergétique par notamment la progression de la part des énergies renouvelables. Donc, le gouvernement souhaitait une progression de 27% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale en 2023 et 32% en 2028. Il y avait également l'arrêt de certains réacteurs nucléaires d'ici 2035 qui ne sont plus aux normes. Euh, L'objectif, en tout cas en 2019, c'était réduire un petit peu le nucléaire. Enfin, en 2019, du coup, le nucléaire, c'était à peu près 70%, bah, en fait, comme c'est là aujourd'hui, 70% du mix électrique. Et à l'origine, le gouvernement voulait réduire la part du nucléaire à 50%. Bon, aujourd'hui, on est un peu revenu là-dessus. Mais en tout cas, c'était l'objectif de base. Et du coup, c'est ce que j'ai marqué ici, 50% d'électricité nucléaire dans le mix électrique en 2035. En 2022, donc après du coup cette loi enfin la LPEC, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle stratégie énergétique française qui du coup va miser sur le renouvelable et le nucléaire, nucléaire que Emmanuel Macron a d'ailleurs très largement promu à la COP28. Et donc là-dessus, je crois que j'ai mis le tableau juste là. Donc là, en fait, c'est les objectifs de la PPE, enfin de la PPE révisée du coup en matière de production d'énergie renouvelable par filière. On voit du coup que Emmanuel Macron voulait multiplier par 10 les capacités de production du solaire pour dépasser les 100 gigawatts d'ici 2050. Il prévoit également de créer une cinquantaine de parcs éoliens en mer avec un objectif du coup de 40 gigawatts du coup, d'éoliens en mer en service d'ici 2050. Euh, sur l'éolien terrestre, du coup, il fallait atteindre les 18,2 gigawatts produits par an en 2022 et on souhaitait un doublement de cette puissance et on le souhaite toujours d'ici 2050. Là-dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'échelon local est important parce que le gouvernement reconnaît que c'est aux maires de décider là où l'implantation d'éoliennes se fera. Donc du coup, c'est une politique qui est gérée normalement au niveau local. Voilà, voilà. Ce qui était aussi important sur les éoliennes, c'était de rendre obligatoire d'ici 2023 le recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes lors de leur démantèlement. Donc ça, c'est un sujet qui est à suivre. Sur le nucléaire, est-ce que j'ai mis là? Non, j'ai pas mis. Sur le nucléaire, sur le parc existant, euh, au final, du coup, plus aucun réacteur en état de produire ne sera fermé à l'avenir, sauf si il y a des risques en termes de sûreté. Et Emmanuel Macron souhaite prolonger au-delà de 50 ans, enfin au-delà de 50 ans de la durée de vie de tous les réacteurs actuellement en service. Euh, sur la construction de nouveaux réacteurs, donc pas ceux qui sont dans le parc actuellement, il y a 6 réacteurs qui seront construits d'ici 2050 et enfin tout un pan d'études dans la recherche est lancé pour construire 8 autres réacteurs qui sont d'un type différent. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas experte en nucléaire, du coup, voilà.
Sur les financements, on a un programme financé à hauteur de 1 milliard d'euros pour faire émerger du coup des nouveaux types de réacteurs. Donc ça va avec les plans d'études, enfin les études qui sont faites aujourd'hui. Euh, et du coup, au final, Emmanuel Macron souhaite enfin avoir en 2050 une production supplémentaire de 25 gigawatts du nucléaire dans le mix électrique français. La stratégie française, elle repose également sur une promotion de l'hydrogène. Donc ça, c'est plutôt récent. Mais donc en fait, on a pu observer du coup la mise en place de fonds pour développer l'hydrogène. C'est du coup, j'avais noté 50 millions d'euros par an. Et on a aussi le lancement de différents appels à projets pour le développer. Et là-dessus, il y a également tout un soutien à la recherche plus directe sur l'hydrogène. Sur l'efficacité énergétique, donc en France, on a ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie, CEE. Et du coup, ces certificats, ils font porter aux fournisseurs d'énergie l'obligation de réaliser des actions dans l'efficacité énergétique, directement ou indirectement. Mais donc, en fait, chaque action qu'ils vont faire pour réaliser des économies d'énergie va leur être créditée de certificats qui pourront, eux, enfin, rééchangés pour en fait continuer et répondre à leurs obligations. Donc c'est un peu de la politique publique positive puisque ça permet de créer un cercle vertueux. Euh, ce qu'on n'a peut-être pas précisé avec Manon, mais que je vais faire de suite, c'est que du coup, avec Manon, on a essayé de s'appuyer un maximum sur les trouvailles et sur l'analyse faite par le Haut Conseil pour le climat, l'analyse faite en 2023. Donc du coup, de temps en temps, on va ponctuer de ce rapport-là. Et en tout cas, sur la PPE et sur l'énergie, ce que dit le Haut Conseil pour le climat, c'est que la PPE n'est pas un document opérationnel et qu'elle est construite sur des horizons temporels trop courts. Effectivement, la PPE, aujourd'hui, le cycle dans lequel on est, il va que jusqu'à 2028, même s'il y a des objectifs chiffrés à 2030 et 2050. Et donc, on a globalement un manque de clarté sur la stratégie et la trajectoire du mix électrique en France. Et même les plans complémentaires de la PPE, le HCC, du coup, le Haut Conseil pour le climat, va juger qu'il ne couvre pas l'ensemble des dimensions du secteur énergétique et que bah, donc il va manquer quelque chose. Donc ça, c'est la critique qui est faite par le Haut Conseil pour le climat. Sinon, pour creuser plus loin dans le futur, euh, du coup, il y a le réseau de transport et d'électricité RTE qui a publié en 2021 une étude sur les futurs possibles de l'énergie en France et que je vous encourage de regarder si bah, ce sujet vous intéresse globalement. Finalement, ce qu'on voulait relever ici, c'est que donc on a des politiques quand même qui promeuvent les énergies renouvelables, qui poussent pour plus de nucléaire. On nous parle beaucoup d'hydrogène, etc. Euh, Cependant, enfin actualité que je pense vous connaissez, mais il y a quand même en France encore des exploitations pétrolières puisqu'il y en a une près d'Arcachon, du coup, c'est dans le sud-ouest. Euh, il y avait aujourd'hui, je crois que c'était entre 20 et 30 puits de pétrole qui étaient déjà en activité. Et là, en gros, le gouvernement et surtout le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a réautorisé, enfin, a autorisé tout simplement la création de 8 nouveaux puits de pétrole au large d'Arcachon. Malgré du coup l'interdiction fixée par la France à 2040 et surtout malgré la demande des scientifiques d'arrêter de faire de nouvelles exploitations pétrolières. Euh, Quand les associations ont soulevé le problème en France, et de manière très récente, hein, parce qu'on a appris ça il n'y a pas très longtemps, la commissaire enquêtrice sur le sujet a notamment expliqué que c'était une volonté d'avoir plus de pétrole en circuit court et que c'était mieux du coup de l'avoir en circuit court que de l'importer d'autres pays pétroliers. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais les politiques en matière d'énergie en France, oui, non, c'est quand même assez débattable. Donc maintenant, on va parler de comment est-ce qu'on peut réduire, enfin, comment est-ce que la France met en place des politiques pour réduire les émissions d'industrie. Donc, vous pouvez voir sur le graphique central que l'industrie
Si on combine l'industrie de l'énergie et l'industrie manufacturière, c'est le deuxième poste d'émission en France. Donc, il est urgent de considérer cette question. Donc, pour limiter les émissions, ce qui a été privilégié comme approche, c'est les politiques d'efficacité énergétique. Donc, l'efficacité énergétique, c'est la réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour exécuter une même tâche, pour rendre un même service. Et c'est pas, ce procédé, c'est pas quelque chose de nouveau en industrie. On a toujours été au courant qu'il fallait rationaliser l'efficacité énergétique, mais c'était pas forcément une volonté politique d'accompagner ceci. Donc l'un des procédés les plus prometteurs en termes d'efficacité énergétique, c'est récupérer la chaleur fatale, donc, ou la chaleur perdue. Donc il est important de comprendre que lorsqu'un combustible est brûlé pour alimenter un four, entre 60 et 80% de la chaleur produite est perdue lors de ce processus. Donc en récupérant cette chaleur et cette énergie thermique, on souhaiterait atteindre des plus hauts niveaux d'efficacité énergétique. Donc, depuis 2009, le gouvernement français, il a confié à l'ADEME, donc c'est l'Agence de la transition écologique, le développement d'un fonds chaleur. Donc, c'est un outil économique qui permet d'accompagner les structures désireuses de récupérer cette chaleur et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, ça peut être notamment à travers le développement de la cogénération. Donc, la cogénération, vous le voyez sur le graphique en bas à gauche. Donc, c'est un processus qui permet d'à la fois produire de la chaleur et de l'électricité. Donc, c'est un procédé d'efficacité énergétique. Et il y a aussi des systèmes de trigénération, donc ça génère du froid en plus. Et dans un autre plan qui a été analysé assez récemment, donc c'est en 2023. Donc ça a été une consultation qui a été lancée pour la mise en place d'une stratégie SUS. Donc SUS, c'est le capture, le stockage et l'utilisation du carbone, enfin du CO2, à travers des innovations technologiques. Donc le but de ces innovations, c'est capter le carbone en sortie d'usine avant qu'il ne pénètre l'atmosphère et soit de le stocker dans des couches géologiques ou océaniques, soit pour le valoriser en utilisant dans les chaînes de production de l'usine. Donc ça peut être, c'est une stratégie qui est débattable parce que elle minimise la raison initiale des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pour en fait, cette stratégie, elle a été mise en place pour atteindre les objectifs de moins de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, en fait, on peut analyser ça comme ils sont tellement désespérés que maintenant, ils trouvent des solutions via des procédés technologiques pour capter le CO2 à la fin du processus plutôt que de le réduire en amont. Ok, maintenant on va voir les politiques des transports. Euh, donc juste du coup pour préciser, parce que ça me paraissait intéressant, mais si je reviens du coup sur mon rapport du Haut Conseil pour le climat, euh, les émissions de transport ont augmenté euh, euh, de 2,9 mégatonnes en équivalent carbone, euh, donc de 2020, du coup c'est en 2022. Euh, Ça fait en gros plus 2,3%. Euh, et du coup, ça correspond à 32,3% des émissions nationales. Enfin là, du coup, dans l'infographie, le ministère a mis 30%, mais globalement. Et en gros, ce que dit le Conseil pour le climat, c'est que c'est à majorité la faute des véhicules personnels, donc des voitures personnelles, et de l'aviation domestique. Deux sujets qu'il nous faudra donc traiter dans les mobilités. Sur les transports, effectivement, outre les voitures et l'avion, il y a quand même d'autres choses à couvrir, comme le train, le transport de marchandises, les transports en commun, les mobilités douces, etc.
Ah oui, et il y a aussi les transports fluviaux que le gouvernement essaie de développer. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on a eu la loi orientation des mobilités que je vous ai mis ici, du coup, en accord avec les objectifs principaux de la France, qui fixait notamment en priorité, en tout cas pour les voitures, et ça a été la mesure la plus médiatisée, l'arrêt de la vente de véhicules particuliers et utilitaires légers neufs, utilisant des énergies fossiles en 2040. Et ça, c'était un débat qui avait été porté aussi à l'échelle européenne. On a également la baisse de 37,5% des émissions de CO2 des voitures vendues neuves en 2030. Pareil, politique qui s'insère dans les politiques européennes. Euh, on a également le développement de zones à faible émission, le renforcement du système de bonus-malus qui existe déjà depuis assez longtemps pour l'achat de véhicules qui vont être du coup, enfin, on va avoir un bonus si le véhicule est plutôt écolo et un malus si le véhicule émet beaucoup de CO2. On a le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge pour les voitures électriques et ça, c'est assez important. En gros, l'État français veut électrifier son parc de voitures et donc bah, pour ça, il faut développer plein de bornes. Sur les transports en commun, on a, alors je ne sais pas si c'est des transports en commun, mais en tout cas, on a le développement du covoiturage. Donc ça, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ça s'est créé, enfin, ça s'est matérialisé par la création de places spéciales pour le covoiturage. Des fois, on les voit quand on est dans les supermarchés ou ce genre de choses. Euh, L'objectif de la France est en tout cas de développer une offre de mobilité multimodale, c'est-à-dire où on peut prendre plusieurs moyens de transport pour le même trajet, avec du coup la possibilité pour les citoyens de planifier les trajets en amont et de payer les titres de transport en gros, si vous prenez le train, puis le bus, puis ensuite le vélo, mettons, de payer un titre de transport pour tout ça. Donc ça, en gros, c'est l'objectif de base du gouvernement et il souhaitait que ça soit mis en place dans les villes. Honnêtement, je ne crois pas que ça soit déjà en place, mais en tout cas, c'était le but. Sur les mobilités douces, ce qui est marquant, du coup, c'est la mise en œuvre du plan vélo, vélo et mobilité active, avec la création d'un fonds vélo de 350 millions d'euros pour, bah, en gros, lutter contre les ruptures de pistes cyclables, donc c'est-à-dire créer plus de pistes cyclables pour avoir un réseau de pistes cyclables effectif, assurer plus de sécurité pour les vélos. Donc ça peut se matérialiser par exemple par la mise en place de poteaux ou de plots, mais en tout cas de protection entre la piste cyclable et la route. On a également une généralisation progressive du marquage des vélos et plus de parkings sécurisés. Voilà, voilà. Sur le train, j'essaie d'accélérer parce que sinon on va jamais finir. Euh, on a le développement du coup du mode de transport ferroviaire. Enfin, en tout cas, on essaie d'avoir un retour au train qui est fortement critiquable, je l'entends parfaitement. Euh, le gouvernement, en gros, programmait 13,4 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures de transport d'ici 2022 et 14,3 milliards pour la période 2023-2027. Et dans ces investissements, du coup, les trois quarts étaient censés aller au ferroviaire. C'est-à-dire le développement de nouvelles voies, faire baisser dans une certaine mesure le prix des tickets et surtout la restauration d'anciennes voies. Euh, Ça, là-dessus, je vous laisserai consulter le travail de plaidoyer que fait Climate et qui le font très bien pour expliquer pourquoi les politiques du train en France, c'est pas suffisant. Sur l'avion, du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on a pas mal de vols intérieurs. Ça, on en discutera pour la Convention citoyenne quand on va parler de la Convention citoyenne pour le climat. Mais en gros, le plan du gouvernement, c'était de majorer la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour contribuer au financement d'infrastructures de transport plus durables. Et en gros, enfin, le second objectif, qui est d'ailleurs assez vague, c'est limiter l'impact du transport aérien sur les changements climatiques en visant des gains substantiels en efficacité énergétique et une très forte substitution des biocarburants.
Donc ça, c'est en gros le mythe, enfin en tout cas le mythe, le développement de l'avion vert avec des biocarburants ou en tout cas de l'avion qui va moins consommer. Finalement, sur les transports maritimes et fluviaux, même chose, le gouvernement promeut l'efficacité énergétique et l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. Là-dessus, j'ai pas trouvé d'objectif chiffré, ce qui est d'ailleurs un peu frustrant, mais est-ce que c'est étonnant? Je pense que vous allez voir que non. En tout cas, les politiques sont sur le ravitaillement dans les ports français, ravitaillements qui se font du coup de plus en plus à l'électrique ou alors au biocarburant, et le développement des modes fluviaux pour en gros généralement les marchandises et le fret pour éviter les camions. Là-dessus, du coup, le Haut Conseil pour le climat a expliqué que sur le secteur des transports, même s'il y a plusieurs documents de planification, on a encore une fois un manque de stratégie d'ensemble qui permettrait de donner une vision intégrée d'une mobilité décarbonée française, et ce, notamment en ce qui concerne la décarbonation des véhicules particuliers. Euh, si toute l'analyse vous intéresse, du coup, c'est dans les pages 74 du rapport. Euh, Sinon, ce sur quoi je voulais terminer sur les politiques des transports, c'est que, encore une fois, le gouvernement fait des politiques qui sont, bon, elles sont là, elles ont le mérite d'exister, il y a des investissements qui sont faits, même si c'est peut-être pas assez. Euh, pour autant, et de manière symbolique, on a encore une fois des projets qui se développent et qui sont scandaleux, en tout cas d'un point de vue environnemental, et qui ont été nommés scandaleux par les associations environnementales. Et du coup, là-dessus, c'est par exemple, enfin, j'imagine que vous avez entendu parler du scandale de l'A69 enfin, à Castres. On peut encore penser à la LGV entre Bordeaux et Toulouse, sur lesquelles les associations commencent à se battre réellement, ou encore le manque de mesures concrètes sur la réduction de l'aviation et sur le financement du train. Donc là-dessus, les associations écolo font quand même un super bon travail pour étudier tout ça. Et donc, vous pourrez regarder ça plus en détail. Donc maintenant, on va parler du bâtiment. Enfin, donc ça s'appelle les politiques de rénovation énergétique. Donc la législation actuelle sur cet aspect, elle est assez ambitieuse parce que en 2015, la loi dont on a parlé plusieurs fois, elle prévoit que la France doit disposer un parc immobilier. Donc l'ensemble de son parc immobilier doit être nommé bâtiment basse consommation. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup chauffer ou beaucoup refroidir pour qu'elle garde une température agréable. Donc, en d'autres termes, il faut que ce soit des bâtiments bien isolés. Donc ça, c'est des objectifs à l'horizon 2050. Donc ça veut dire que 95% du parc immobilier de la France doit faire l'objet d'une rénovation globale et performante d'ici à 2050. Donc pour atteindre cet objectif, la France doit rénover 500 000 logements par an à partir de 2017. Et donc dont la moitié est déjà occupée par des ménages aux revenus modestes. Donc, il y a plusieurs programmes qui ont été lancés. Par exemple, le programme France Rénov' à partir du 1er janvier 2022 pour voilà, aider les ménages à faire ces rénovations. Avec un double objectif, baisser la facture d'énergie et réduire les consommations d'énergie du bâtiment. Donc, le gouvernement, actuellement, son objectif, c'est 900 000 rénovations par an en 2030. Et d'importants moyens sont mobilisés. Donc en 2021, il y a près de 20 milliards d'euros qui ont été mis sur la table, mais c'est pas assez parce que les estimations pour atteindre l'objectif 2050, ça devrait être entre 38,4 milliards et 43,4 milliards d'euros. Donc, de ce fait, et aussi parce que les ménages ne sont pas assez sensibilisés aux aides qui sont disponibles et à la nécessité de bien rénover son logement, on a d'importants retards qui sont enregistrés. Euh, donc déjà des retards et en plus des rénovations que partielles. Parce que par exemple, en 2022,
Il y a eu 670 000 logements qui ont bénéficié du dispositif MaPrimeRénov', mais enfin, près de 10% sont des rénovations globales. Donc 90%, les rénovations sont partielles et ça ne va pas suffire à réduire drastiquement les émissions du bâtiment, ni de bien protéger les ménages, soit contre la chaleur, soit contre le froid. Donc il y a encore du boulot sur cet aspect. Et ensuite, on va parler de... Oui, c'est Caro, pardon. Ah mince, attends, c'est à moi. Ok. Je pensais que tu faisais d'abord l'économie circulaire. Ok, bon, du coup, on va parler agriculture maintenant. Agriculture, il y a plusieurs enjeux. En fait, l'agriculture, c'est vraiment le condensé de tous les enjeux environnementaux parce que on a besoin d'atténuation des gaz à effet de serre émis par l'agriculture, par le secteur agricole. Le secteur agricole a énormément besoin de s'adapter déjà aux conséquences du changement climatique qui sont déjà présentes. Euh, Dans l'agriculture, on traite de pollution, pollution des eaux, pollution des sols. On traite de sauvegarde de la biodiversité. Et pour finir, on traite de sécurité alimentaire, puisque aujourd'hui, donc, notre ministère, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le MASA. Et ça montre bien, du coup, la volonté française d'avoir une souveraineté alimentaire future. Euh, je vais essayer de la faire courte parce que sinon on parle beaucoup. Mais en gros, donc sur l'agriculture, on a quand même une politique européenne qui est très forte puisque on a la PAC, donc politique agricole commune. Là-dessus, même chose, je vous renvoie à la formation. Euh, mais la France, du coup, a quand même développé du coup ce qu'elle appelle un plan stratégique national. Approuvé du coup par l'Union européenne pour rentrer dans les clous en gros de la PAC. Peut-être juste quelques chiffres. En 2016, la France, c'était le premier producteur agricole en Europe, avec 17% de la production européenne. Et sa balance commerciale sur les produits agricoles était excédentaire. La situation, elle a changé aujourd'hui. Donc, on est début 2024. En 2023, on était à 7,9% de la production européenne qui était française. En fait, on a des enjeux énormes parce que globalement, enfin, outre les enjeux écologiques avec l'environnement qui se dégrade et le réchauffement climatique qui s'accélère, on a des enjeux sociaux puisque en France, bah, on a un nombre d'emplois qui diminue dans l'agriculture, on a des revenus qui vont être faibles pour certains agriculteurs, enfin, qui vont être en majorité faibles pour pas mal d'agriculteurs. Donc, enfin, vraiment, quand on traite d'agriculture, on a, bon, en vrai, un peu dans toutes les politiques, hein, je vous l'accorde, mais l'agriculture, c'est vraiment un condensé d'énormément d'enjeux. Et du coup, c'est ça qui est un peu compliqué à traiter. Euh, En automne 2017, on a eu les états généraux de l'alimentation en France, qui étaient du coup censés répondre à tous ces enjeux divers et variés. Euh, S'en est suivi du coup en octobre 2018 une loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, non, et du coup, et aussi une alimentation saine, durable et accessible à toutes et à tous. Donc ça, c'est la loi Egalim. Peut-être que vous connaissez mieux si, enfin, la loi Egalim, on en a entendu parler. La loi avec le titre à rallonge, c'est compliqué. Mais donc, en gros, cette loi, elle avait deux buts. Le premier, c'était répondre aux défis sociaux qui concernent le secteur agricole. Donc, sur les défis sociaux, c'était vraiment l'amélioration du revenu des agriculteurs et favoriser une montée en gamme de leur production. Et après, il y avait tout un second volet, du coup, sur la soutenabilité de l'agriculture et donc tous les enjeux environnementaux. Et du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Cette loi, du coup, elle traite agriculture et elle traite alimentation. Sur l'alimentation, elle va avoir donné plusieurs mesures phares, notamment dans la restauration collective. Donc, forcément, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Et là-dessus, du coup, la loi, elle a autorisé la restauration collective et l'industrie alimentaire à faire des dons alimentaires, ce qui n'était plus possible avant.
Dans les restaurants et sur les débits de boissons, il est possible d'emporter les aliments et les boissons non consommées. Donc ça, en gros, c'est l'autorisation légale de faire des doggy bags, puisqu'avant, c'était pas le cas. Euh, et c'est surtout qu'on a maintenant dans la restauration collective une obligation de moins 50% de produits issus des circuits courts ou labellisés et 20%, une obligation de 20% de bio. Donc ça, c'est dans les cantines, que ce soit les cantines scolaires ou les cantines sur les lieux de travail, bref, tout lieu de restauration collective. Dans les labels, du coup, les labels circuits courts, on a aussi les labels qui sont, enfin, dans les 50% de produits labellisés, ça peut être des labels enfin, c'est quoi, c'est enfin, sur l'indication géographique, la spécialité traditionnelle, la mention fermier ou en tout cas produit de la ferme. Donc c'est quand même des labels qui sont assez larges et qui sont peut-être comme vous le savez pas forcément des garanties de la qualité du produit et surtout de la bonne gestion de l'environnement quand il s'agit de leur production. Euh, Il y a tout un volet également sur les produits phytopharmaceutiques. Donc ça, on en a beaucoup parlé, surtout avec le glyphosate, et je vous renvoie à ce que notre cher ministre de l'Agriculture défend, c'est-à-dire une non-interdiction du glyphosate. Mais en soi, globalement, la politique française sur les phytopharmaceutiques, c'est bah forcément du coup leurs restrictions. Les restrictions, enfin surtout sur les néonicotinoïdes et les semences traitées avec ces produits. On a également, enfin ça du coup, c'est tout le plan Ecophyto 2 plus. En gros, il y avait un plan Ecophyto 1, maintenant il y a un plan Ecophyto 2 et maintenant il y a un plan Ecophyto 2 plus, dans lesquels, 71, enfin, dans lesquels 71 millions d'euros par an sont investis. Euh, euh, Pardon, attends, c'est pareil que oui, en gros, les phytosanitaires, ça rentre dedans aussi. C'est phytopharmaceutique parce que c'est pas que les pesticides. Enfin, éco-phyto, en gros, ça traite de vraiment tous les phytopharmaceutiques. Donc là, nous, on s'intéresse à ceux qui sont dans l'agriculture, etc. Mais il y a d'autres choses qui portent sur ceux dans la santé, etc. C'est pour ça. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, j'essaie de faire un condensé. Mais voilà. Euh, mais donc, du coup, sur le plan éco-phyto et sur, du coup, plus les pesticides, oui, ok, super. Sur les pesticides, effectivement, on a le retrait des substances les plus préoccupantes et l'accompagnement de la sortie du glyphosate. Bon, ça, voilà. On a la promotion de la reconnaissance et la diffusion des produits de biocontrôle et de préparation naturelle peu préoccupantes. Et là, on a aussi une grosse partie prévention, enfin prévention de l'exposition possible des populations euh, aux, euh, aux aux produits pesticides. Euh, il y a tout un soutien du coup à la recherche et l'innovation là-dedans, quand même, qui se fait beaucoup en France. Euh, je recherche juste, mais voilà, c'est ça. Dans la recherche et l'environnement, typiquement, il y a un plan d'État, du coup. En gros, dans les politiques françaises, il y a quelque chose qui s'appelle France 2030, qui concerne pas que les politiques environnementales, mais beaucoup quand même. Et du coup, dans le cadre des politiques de France 2030, il y a un plan financé par l'État à hauteur de 21 millions d'euros qui s'appelle le Grand Défi robotique agricole et du coup, donc ce plan doit permettre de consolider la filière robotique dans l'agriculture pour accélérer la transition agroécologique. Et donc là, clairement, on est dans développer des technologies robotiques pour aider à la transition de l'agriculture. Euh, Sinon, il y a des mesures que je vous laisserai lire si vraiment ça vous intéresse, mais je vais accélérer parce que enfin, ça fait quand même longtemps qu'on parle, sur la réduction des déchets plastiques, sur la maltraitance animale, sur les haies, sur le type de culture, etc. Ce qu'il faut retenir peut-être sur les politiques en matière d'agriculture, c'est que, encore une fois, enfin, le Haut Conseil pour le climat
explique que la stratégie manque d'ambition, elle manque d'ambition globale. Le réseau Action Climat avait même qualifié cette stratégie de faire du neuf avec du vieux. Euh, et du coup, en gros, enfin, ce que disent le Conseil pour le climat et ce que dit le réseau Action Climat, c'est que le plan, en fait, il se dote d'aucun objectif de réduction de la consommation d'engrais azotés et de synthèse, ce qui est hyper problématique, objectif chiffré. On n'a pas grand-chose aussi sur les mutations à faire dans le domaine de l'élevage et notamment sur du coup la production et la consommation de viande. On est surtout vers le faire mieux, mais pas trop vers le faire moins. Par contre, pour nuancer légèrement, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être, mais pour le Haut Conseil pour le climat, la baisse, enfin, il y a eu une baisse sur la période 2019-2021 des émissions de l'élevage en France, euh, qui sont du coup là pour le coup alignés avec les objectifs que s'était fixé l'État français. Et en gros, cette baisse, bon, elle est due au final à la baisse rapide de la taille du cheptel bovin français, mais c'est moins pour des politiques, enfin c'est moins grâce aux politiques environnementales que à cause des conditions sociales d'aujourd'hui qui sont compliquées pour les agriculteurs. Euh, donc voilà, ça c'est peut-être juste pour nuancer sur l'agriculture. Et si ça vous intéresse plus, ben, on vous peut peut-être plébisciter du coup enfin, une formation là-dessus parce que là, sinon, je pense qu'on va manquer de temps. Ok, donc moi je vais juste passer très très vite sur l'économie circulaire parce que j'aimerais vraiment parler de la biodiversité parce que c'est très intéressant. Donc ce qui se passe pour l'économie circulaire et durable, ça n'a pas été vraiment très étoffé depuis, enfin auparavant, avant cette loi dont je vous ai parlé, la loi AGEC de 2023. Juste, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a un dispositif qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc, c'est des dispositifs particuliers d'organisation de la prévention et de la gestion des déchets qui sont appliqués aux producteurs. Bon, ils existent depuis les années 90, mais ils se sont progressivement étoffés pour intégrer les enjeux environnementaux. On pourrait le résumer par le principe de pollueur-payeur. Voilà, après, je vous laisserai regarder la loi AGEC si elle vous intéresse de plus. Mais là, on va passer à la biodiversité. Donc, ce qui est important de voir, c'est que historiquement, les politiques de biodiversité, elles ont d'abord intégré les politiques de création d'espaces naturels protégés. Donc ça, c'est à partir des années 1960. Donc les premiers parcs nationaux, c'est 63 par exemple. Mais aujourd'hui, la protection de la biodiversité, ça devient de plus en plus un enjeu majeur parce que la France se situe parmi les 10 pays du monde abritant le plus grand nombre d'espèces mondialement menacées. Donc la France enregistre aujourd'hui 1301 espèces menacées sur la liste des espèces menacées de l'UICN. Euh, Là, sur le graphique, vous voyez bien qu'il y a de plus en plus d'espèces menacées. Et donc, pour répondre à ça, il y a eu plusieurs outils et politiques publiques mis en place pour la protection. Donc, je vais en parler de quelques-uns parce qu'il y en a vraiment il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, au niveau européen, la France, elle s'inscrit dans la démarche Natura 2000. Donc, Natura 2000, c'est des réseaux de sites écologiques. Et ça permet voilà, de préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel. Mais il y a aussi la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Donc le réseau français, il représente 13% de la surface métropolitaine, soit 7 millions d'hectares. Il y a 1756 sites, dont 221 sites marins et mixtes. Voilà, je vais pas tout vous détailler, mais il y a quand même pas mal de choses. Et sur cette période, le budget, sur la période 2007-2013, le budget annuel consacré à la gestion et l'animation des sites français de Natura 2000 a été de 150 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. En 2007, il y a la mise en place de la démarche verte et bleue. Donc ça, je pense que Thibaut pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer d'expliquer. En gros, cette trame verte et bleue, c'est une démarche qui vise à préserver et restaurer un réseau de continuité écologique.
Donc, les continuités écologiques, c'est des passages où les espèces peuvent passer. Et en gros, pour être très concrète, c'est éviter qu'il y ait des routes tout le temps pour éviter que les animaux se fassent écraser quand ils passent d'un endroit à l'autre. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est un exemple très concret. Donc, la trame verte, ça fait référence au milieu naturel et semi-naturel terrestre. Et la trame bleue, c'est au réseau, enfin, ça fait référence au réseau aquatique et humide. Donc, on essaye d'avoir la trame verte et bleue un peu partout sur le territoire pour restaurer des corridors écologiques et faciliter le passage des espèces. Et l'objectif derrière, c'est enrayer la perte de biodiversité en préservant et restaurant des réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces d'interagir et de se déplacer. Ensuite, on a une loi qui a été adoptée en 2016. Donc, la loi s'appelle la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et il y a les mesures phares. Donc, il y en a plusieurs, mais je vous en ai mis cinq majeures. Donc, il y a l'inscription dans le droit du principe de non-régression. Ça veut dire que la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. On n'a pas le droit de revenir sur les acquis en termes de protection de l'environnement. Ça renforce les outils de protection des espèces en danger. Ça renforce les sanctions pénales pour lutter contre le trafic des espèces menacées. Ça renforce la protection de la biodiversité marine en créant la cinquième plus grande réserve marine du monde. Donc, elle se situe dans les terres australes et antarctiques françaises. On a aussi des dispositifs anti-collision sur les navires battant pavillon français, ça veut dire les navires qui circulent pour la France dans les eaux, dans les eaux mondiales. Donc, pour éviter les cétacés, parce que le plus grand problème, enfin, la deuxième cause de la mort des cétacés, c'est les collisions avec les navires. Et ça a aussi une mesure importante, c'est qu'elle interdit l'utilisation des pesticides contenant des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018. Donc c'était une mesure hyper importante parce que le néonicotinoïde, c'est très destructeur pour les pollinisateurs. Sauf qu'il y a des dérogations qui ont été mises en place pour les producteurs de betteraves et c'est toujours le cas. Et cette loi, elle crée aussi l'Office français de la biodiversité qui est une agence assez importante en termes de récolte des données sur la biodiversité. Donc, en 2023, il y a l'adoption de la stratégie nationale de la biodiversité 2030, qui est structurée autour de 4 axes, que je ne vais pas développer parce qu'on est déjà un peu en retard, mais elle est intéressante. Pas suffisante, mais elle se veut porteuse. Elle se veut porteuse d'ambition pour protéger la biodiversité. Ok, moi pareil, je vais passer très vite sur la politique maritime et sur les politiques de la pêche. Déjà parce que il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de l'Union européenne sur la pêche. Donc là, du coup, je vous renvoie directement aux quotas que met en place l'UE et à la formation qu'on a faite l'an dernier. Euh, Si on passe outre le leadership mondial, enfin en tout cas qu'essaie d'investir la France en matière de protection et de développement durable des océans au travers de toutes ces actions diplomatiques, on a quand même une stratégie nationale pour la mer et le littoral. La stratégie nationale pour la mer et le littoral, alors elle porte sur le développement durable. Donc, on a vraiment tout un volet économique qui reste quand même assez important. On a tout un volet recherche et innovation qui est également assez important. Un volet emploi aussi, puisque, enfin, même chose que dans l'agriculture, en gros, la France essaie de vraiment préserver ses emplois dans ces secteurs-là et donc va subventionner les formations, subventionner la sensibilisation à tous ces métiers. Mais on a quand même un volet écologique, alors qui est certes qui peut être critiquable, mais en tout cas, enfin, en gros sur enfin, sur les stratégies enfin, sur les stratégies maritimes, ça porte sur la création d'aires marines protégées. Alors là encore, je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, aux travaux de l'ONG Bloom qui vont constater, je vais y arriver, pardon, beaucoup de disparités dans ces réseaux d'aires marines protégées.
On a aussi toute la stratégie de développement de l'éolien offshore, qui est quand même extrêmement important pour l'État français. Euh, Au niveau du littoral, donc l'État français, c'est ce que je vous ai mis là avec la carte. Alors la carte, elle date de 2017, mais bon, en fait, au niveau du littoral, ben, c'est la même chose que l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire que on est, enfin en tout cas, les politiques françaises s'engagent sur la voie du zéro artificialisation nette pour l'horizon 2050. Sachant qu'on a un littoral qui est quand même pas mal bétonné déjà, même s'il y a des lois de protection du littoral. Euh, voilà, il y a des politiques sur les espèces exotiques envahissantes. Il y a des politiques plus globales de gestion des déchets plastiques pour atteindre un zéro rejet en mer d'ici 2025. Il y a des projets pour résorber toutes les décharges littorales qui sont à risque de submersion d'ici 2030. Et après, on a aussi toute une stratégie nationale portuaire, puisque notamment, enfin, la France a beaucoup d'ambition pour ses ports. Voilà. On a quand même une stratégie France Mer 2030 pour la décarbonation du secteur maritime et surtout la transition vers le navire zéro émission. Donc en gros, là, c'est la même chose que l'avion vert. On va investir dans l'innovation pour avoir des navires qui fonctionnent au biocarburant notamment. Euh, voilà. Et globalement, du coup, en matière, il y a aussi un développement, enfin, il y a aussi un développement en matière d'aquaculture avec le plan stratégique national pluriannuel de développement aquacole. Euh, donc l'acronyme est horrible, hein, c'est PSNPDA. Et donc là-dessus, c'est surtout pour de la souveraineté alimentaire qui font ça. Mais donc il y a toute une politique là-dessus que je vous laisserai regarder. On va essayer de passer extrêmement vite sur la dernière partie parce que on est déjà hyper à la bourre. On est vraiment désolé pour ça. On a un peu trop parlé. Mais donc sur les leviers d'action et limites qu'on avait identifiés avec Manon et qui nous paraissaient intéressants d'aborder, il y avait tout d'abord toutes les possibilités de justice environnementale. Toutes les possibilités de justice environnementale avec notamment l'affaire du siècle. Aïe. Avec notamment l'affaire du siècle, donc c'est-à-dire la condamnation en 2021 par le tribunal de Paris de l'État français qui n'avait pas, enfin en gros la reconnaissance d'une carence de l'État français dans la lutte contre le changement climatique. Là-dessus, vraiment, tout est marqué sur le document écrit qu'on vous enverra. Donc, si vous avez envie d'approfondir certaines choses qu'on vous a dit ou que vous n'avez pas entendues, vous pourrez vous référer à ce document-là. On a également une deuxième condamnation en 2021, et ça, c'est auprès du Conseil d'État, avec un recours qui avait été fait par la commune de Grande-Sainte, en expliquant même chose que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre par l'État n'étaient pas respectés et que du coup, le maire avait expliqué qu'il y avait préjudice écologique. Puisque ça allait heurter sa commune dans les années à venir. Et donc, la justice lui a donné raison. Il y a également beaucoup de recours à la justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne condamne régulièrement la France pour manquement à ses objectifs climatiques. Bon, pas que pour manquement à ses objectifs climatiques, mais en tout cas, la France se fait beaucoup, beaucoup condamner. Même chose au niveau international, puisque cette année, en tout cas, il y a un plaidoyer qui est porté pour promouvoir la résolution qu'a déposée l'État du Vanuatu à la Cour internationale de justice. Et du coup, si ce processus il aboutit, ça serait la première fois que la Cour internationale de justice se prononcerait sur l'environnement. Et en gros, la résolution, c'est pour faire reconnaître que les États ont des obligations environnementales et du coup, qui sont obligés en fait de faire quelque chose. Donc voilà, du coup, sur la justice environnementale, il y a beaucoup de choses à dire et c'est quelque chose de très intéressant à creuser. Le droit environnemental, c'est très complexe, donc voilà, un des leviers futurs. Il y a un autre levier sur lequel je vais passer très vite parce que, il y a un article extrêmement bien fait par Oxfam dessus, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez euh, approfondir. Donc, en fait, un levier qui pourrait être envisagé, c'est l'ISF climatique. Parce que le fait, c'est que les riches polluent beaucoup plus que les personnes les plus modestes. Et on pourrait mettre en place un impôt sur la fortune pour établir
ces disparités. Mais je voudrais vraiment parler du Haut Conseil pour le climat parce que on vous en a un peu parlé de façon euh, euh, comment dire, dispersée dans cette formation. Mais en gros, qu'est-ce que c'est le Conseil pour le climat? C'est un organisme indépendant qui, en 2018, est chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat, sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l'accord de Paris. Et il est présidé par une climatologue de renom qui est Corinne Le Quéré. Et il est composé au maximum de 12 membres, choisis pour leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines de sciences, du climat et des écosystèmes. Donc le dernier rapport sur lequel on s'est appuyé massivement pour cette formation, il date de juin 2023. Et ce qui est assez sympa dans ce rapport, c'est que il ne se retient pas, il est extrêmement critique face aux politiques du gouvernement. Merci Thibaut, c'est exactement ce mot dont j'avais besoin, sporadique. Donc voilà, le HCC, il est très critique par rapport aux politiques du gouvernement. Donc celui du 2023, il appelle le gouvernement à acter l'urgence, à accélérer l'action. Il critique le rythme des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui est insuffisant. Il demande à impulser des politiques économiques d'ampleur. Et, euh, je vous recommande vivement d'aller voir les recommandations parce que là, j'en ai mis que quelques-unes. Mais il y en a qui sont particulièrement intéressantes. Notamment, il parle de la fiscalité en demandant la suppression des niches fiscales. On n'a pas beaucoup parlé de fiscalité dans cette formation, mais c'est un enjeu majeur pour atteindre la justice environnementale. Donc voilà ce que je voulais absolument vous dire. Yes, merci Manon. Moi, du coup, j'avais juste une slide juste avant sur la démocratie participative qui pouvait être un levier pour faire accepter socialement les politiques environnementales. Et du coup, là, je vous renvoie à la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, je vous renvoie à plein de choses, mais je vous renvoie surtout aux documents écrits qu'on a fait. Voilà. Du coup, maintenant, on va clôturer le diapo et la formation. Nous, on a encore on a encore une quinzaine de minutes avec Manon. Si vous avez des questions, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci d'être resté aussi longtemps et de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce qu'on a beaucoup parlé. Merci beaucoup pour cette formation accélérée, enfin très synthétique. Du coup, je pense qu'il y a un gros travail derrière. Vous avez mis une semaine, mais c'est top. En plus de cours et tout d'avoir fait ça, je pense que c'est un beau boulot, quoi. Donc très chaud pour faire une formation plutôt plus axée sur l'agriculture. Parce qu'il y a plein de points effectivement à aborder dont on n'est pas forcément au courant. Je pense surtout pour les assos qui sont engagés sur ces thématiques-là et dont c'est pas forcément la formation ou le métier de s'intéresser à l'aspect politique de ces thématiques-là, quoi. Donc ouais, très chaud. Merci beaucoup Thibaut. Mais du coup, oui, on note vraiment, n'hésitez pas à nous plébisciter pour les formations. En gros, pour ceux qui connaissent pas le processus Jack, enfin tout le monde en soi peut proposer des formations. Vraiment, si vous avez envie, si vous vous intéressez à quelque chose, si vous avez un domaine d'expertise sur tel ou tel sujet, vous pouvez contacter Emma, du coup, qui est notre responsable formation, et lui dire ah, j'aimerais trop faire une formation là-dessus. Enfin, est-ce que c'est possible? Et, euh, et bon, normalement, ça devrait être possible. Mais donc voilà, n'hésitez pas à plébisciter. Effectivement, du coup, je note si l'agriculture ça intéresse, on peut peut-être se mettre à plusieurs et faire une formation agriculture dans les mois qui viennent. Oui, je veux bien répondre à je suis d'accord. Enfin, c'est important de faire des formations agriculture, mais si tu veux t'intéresser tout seul, il y a un livre qui s'appelle Pour les forêts de Vincent Morino. Et c'est super intéressant. C'est sur la ZAN et aussi sur l'agriculture. Il explique vraiment ça en détail et c'est hyper intéressant. Bah, je peux le mettre dans les commentaires si vous voulez. Ouais, je veux bien, merci. Moi, j'ai une question aussi très technique. C'est
Alors, c'est bizarre, je me vois pas, mais ah voilà. Vraiment, par exemple, c'est vraiment sur un chiffre au tout début, vous avez dit que l'Europe s'est engagée d'ici 2030 à réduire de moins 57% les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que moi, j'avais plus noté 55%. Ce qui m'amène à une deuxième question aussi, c'est les CDN, donc la contribution déterminée de l'Europe. En fait, je comprends pas comment ça marche, c'est-à-dire que eux, ils ont une contribution déterminée, mais la France aussi, et c'est différent. Donc, bon, désolée pour cette question un peu, c'est juste pour un peu comprendre ce point-là. Il n'y a pas de souci. C'est une super question en vrai. Oui, l'UE a rehaussé ses objectifs. Normalement, c'est 57%. Mais effectivement, à la base, le package, c'était 55. Donc voilà. Euh, Sinon, sur les contributions déterminées au niveau national, euh, le, enfin, en gros, dans le traité, dans la convention, dans la CNUC, la France est signataire en tant qu'État souverain, mais l'UE est aussi signataire en tant qu'institution, en tant qu'organisation. Donc du coup, c'est pour ça que les deux peuvent se décliner. Mais en fait, comme l'UE a la compétence de négociation des traités pour les États membres, traités climatiques ou pas, hein, mais en gros, c'est la Commission européenne qui négocie généralement au nom de l'UE. Euh, Au final, c'est pour ça que l'UE fait sa contribution déterminée au niveau national et que la France calque ses politiques sur les objectifs fixés à l'Union européenne. C'est un peu mieux fait. Et juste, je vais vérifier sur le 57%, parce que moi, j'étais persuadée qu'ils avaient augmenté, mais là, tu me mets le doute. Si peut-être, en tout cas, j'ai pas. Oui, j'avais vraiment en tête Fit for 55, mais, euh, mais je vous fais aussi confiance. Bah, en tout cas, merci, hein, c'était vraiment top. J'ai vraiment hâte, même ça m'a donné envie de revoir les formations d'avant sur d'autres politiques et moi aussi très intéressée par la formation sur l'agriculture. Mais ouais, gros travail de synthèse, c'était vraiment super. Bah, merci beaucoup. En vrai, c'est trop cool si ça vous a intéressé. Effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas pu tout dire et c'est hyper frustrant. Mais voilà, et même chose. Euh, on avait peur que ça soit très chronophage, comme c'est vraiment lister des politiques publiques. Et du coup, on espère que ça n'a pas été trop long. Mais voilà. Moi, j'aurais juste une dernière question. Désolée, j'ai pas mon image. Moi, je travaille sur le plan Ecofito, dont vous avez un petit peu parlé. Voilà, j'y travaille spécialement, quoi. Et je me demandais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment courant des politiques publiques, autour de l'environnement notamment, pourquoi fixer des objectifs aussi, mais vous avez peut-être pas les réponses, mais aussi ambitieux, parce que notamment Ecofito, c'était 50% de réduction des pesticides. Enfin, ils savaient très bien dès le départ que ce serait pas atteignable, hein. Enfin, clairement. Ils ont vite rajouté un si possible d'ailleurs. Et voilà, je me demandais pourquoi c'était aussi monnaie courante, quoi, de faire des politiques très ambitieuses, alors qu'honnêtement, enfin, ils savent bien en les disant que ça va être un échec. Alors, est-ce que c'est une stratégie politique? Mais enfin, je sais pas. Bah, je pense qu'il y a deux réponses à ça. Soit c'est effectivement pour rassurer l'opinion publique, pour dire, voyez, on agit. Soit c'est pour, comment dire, driver sa politique publique en disant, il faut qu'on atteigne ses objectifs, donc il faut qu'on mette les moyens sur la table pour y arriver. Pour ce gouvernement, je pense que c'est plus la première option. Euh, Parce que c'est vrai, il y a des choses ambitieuses qui sont affichées, mais ils mettent pas les moyens derrière, ni financiers ni humains. Donc, il y a deux poids, deux mesures dans les objectifs ambitieux et je pense que ça dépend de la volonté, de la réelle volonté politique qu'il y a derrière. Euh, voilà. C'est un peu décourageant, mais je pense que c'est pas tous les. Enfin, ça dépend de la priorité gouvernementale, quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas. Et aussi très intéressée par du coup une formation sur l'agriculture. Et voilà. Et merci beaucoup en tout cas pour votre pédagogie, c'était très cool. Euh, je trouve en fait on devrait peut-être faire une formation sur l'industrie, ce serait peut-être intéressant, et sur les emplois, parce qu'en fait on n'en parle pas assez. Et l'agriculture, en fait,
Il y a déjà beaucoup de viviers qui sont mis. Peut-être que des fois, ils sont bien, pas bien, mais au moins, déjà, ils s'étaient intéressés à ça. Et je trouve que enfin, c'est bien qu'en fait, déjà, ils s'intéressent à comment on pourrait faire pour essayer. Alors que l'industrie, ça n'intéresse pas du tout à ça. Ils disent juste, on fait l'énergie et on fait le minimum, quoi. Voilà. Carrément, bah, on prend note. Et du coup, si, enfin, avec Manon, on va devoir y aller. Du coup, voilà. N'hésitez pas à nous donner, enfin, à nous. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous envoyer des messages. Voilà, c'est ça que je cherchais. Du coup, on est sur le groupe des Jacks ou sur le Slack, je vais y arriver. Ou sinon sur Insta. Enfin, n'hésitez pas. Euh, le On note pour les formations. N'hésitez pas aussi si vous voulez vous-même faire la formation parce que ça vous intéresse vraiment, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sur le rapport du HCC, enfin vraiment, il est incroyable ce rapport. Il fait 200 pages, mais du coup, si vraiment ça vous intéresse, nous on a regardé que quelques parties qui nous intéressaient parce que bah, 200 pages c'est un peu long, mais enfin si vraiment ça vous intéresse. euh, Enfin, ça serait cool, en tout cas pour ceux qui sont dans les jacks, si on arrivait à en faire un résumé et par exemple à publier sur Insta ou un truc comme ça. Du coup, voilà, peut-être mettre un message sur le groupe formation, enfin sur le Slack canal formation, etc. pour dire si ça vous intéresse. Et on fait un travail un peu collectif de synthèse de ce rapport. Voilà, voilà. C'est à votre discrétion. Est-ce que je peux boucler la formation ou est-ce que d'autres personnes ont des trucs à dire?